est de retour pour un nouvel Actu+. Bonjour Lydia. Bonjour. Tu voulais nous parler un peu de la foire du camionneur de Barrault. Oui, bien, j'ai pas pu aller assister à la dernière minute. J'ai eu un empêchement, donc j'ai dû aller à l'extérieur de la région. Mais quand même, je suis en contact avec le président, Éric, et on va avoir, parce qu'on ne laissera pas ça là. On veut de l'information, on veut savoir comment ça a été, puis tout ça. Mais c'est plate parce que j'étais toute prête, j'avais mes caméras, tout était prête pour que j'aille passer la fin de semaine à Barrault. Malheureusement, les circonstances hors de mon contrôle m'en ont empêché. Alors, quand même, partie remise. Il y a aussi eu le FME, le Festival de musique émergente. Oui, ça, il paraît que ça fonctionnait très bien. Oui, il y a eu plus de 30 000 billets de vendus. Là, je me suis fait taper ses doigts tantôt parce que j'ai dit 32 500 festivaliers. C'est pas faux, je pense. Moi, c'est pas, c'est pas possible. On ne sait pas. Est-ce que c'était 32 500 personnes en même temps? Probablement pas. Non, c'est ça. C'est au niveau circulation, d'après moi. Oui, c'est ça. Il y a eu 73 spectacles et 17 d'entre eux étaient cachés dans différents endroits de la ville de Rouyn-Noranda. Ça devait être assez spécial. Il y en avait dans des parcs, par exemple, des endroits comme ça. J'ai jamais assisté à ça, puis éventuellement, j'aimerais ça aller goûter à ça, le FME. Il y a tellement de festivals en Abitibi-Témiscamingue, c'est dur de participer à tout. Oui, pas mal, oui. Si on parle de sécurité routière, un individu a été arrêté le 5 septembre à Macamic. Ben oui, il circulait dans les rues. Alors les gens trouvaient ça, ils voyaient un véhicule qui circulait, qu'on ne faisait pas de stop, que ça allait pas bien, puis on était sur l'autre côté. Alors les gens ont contacté la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec ont arrêté la personne en question et ils l'ont libéré. Donc, bien sûr, il va y avoir la suite des procédures. Il y a quand même des accusations en matière de conduite avec des capacités affaiblies par l'alcool, possession de stupéfiants, conduite dangereuse et bris de condition pourraient être déposés contre lui. Alors, c'est un monsieur, je pense, dans la trentaine. J'ai pas son nom, oui. Non, j'ai pas son nom, ça c'est certain, je ne donnerai pas de nom. Là. Mais j'ai quand même, en tout cas, c'est un monsieur dans la trentaine. Et aussi, le mardi 6 septembre, il y a eu un homme à Rouyn-Noranda qui roulait assez vite. Une grande vitesse, ouais, on va pas dire extrême grande vitesse. Okay? On a vu les commentaires sur Facebook. Oui, mais non, mais c'est grande vitesse, tout simplement. Une personne quand même qui roulait à 148 km dans une zone de 90. On s'entend que 148 km, c'est énorme. Et donc, la personne, il y a un constat d'effraction pour un grand excès de vitesse totalisant 879 et 10 points d'inaptitude qui ont été remis et son permis a été suspendu. C'était un jeune homme quand même de 26 ans. C'est un jeune homme de 26 ans de Rouyn-Noranda. On a aussi, c'est la rentrée pas mal, les cours commencent, tout ça. J'ai eu une entrevue avec le Centre de formation des adultes La Passerelle, qui était le Macadam avant. Ils ont changé de nom très, très récemment. Et on a une entrevue sur 2 cours, insertion sociale et insertion socio-professionnelle, avec Madeleine Filion et José Gravel. On peut écouter l'entrevue. Madeleine, José, bonjour. 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 Vous êtes là aujourd'hui pour me parler de 2 projets de formation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bien, mon nom, moi, c'est José Gravel. Je suis enseignante en intégration socio-professionnelle au Centre d'éducation aux adultes La Passerelle, qui anciennement, on disait Macadam, mais on a changé de nom dernièrement pour La Passerelle. Et toi, Madeleine? Bonjour, Madeleine Filion. Je suis enseignante ressources à l'éducation des adultes pour les groupes ISP, intégration socio-professionnelle et intégration sociale, qu'on appelle IS. Puis je travaille sur des projets pour l'éducation des adultes aussi. Puis concrètement, c'est quoi ces 2 programmes-là? Je vais commencer avec intégration sociale parce que la continuité, c'est le groupe d'intégration socio-professionnelle. Donc, ça s'adresse à des adultes de 16 ans à 99 ans. Et puis, c'est surtout pour sortir les gens de leur isolement de chez eux et de leur apprendre des bonnes habitudes de vie, une discipline personnelle, puis on traite de toutes sortes de sujets. On parle de santé, d'alimentation, de logement,
de gestion des émotions, de toutes sortes de choses au niveau personnel qui vont les aider, leur confiance en eux, puis qui vont ressortir plus autonomes et plus confiants de leur... qui ont cheminé, dans le fond. Et puis, le cours, est-ce que j'explique les détails du cours aussi? Oui, tu peux y aller. L'horaire et tout ça, là? Oui, tu peux y aller, donner plus de détails. Cette formation-là va commencer le 27 septembre. C'est 3 jours semaine, mardi, mercredi, jeudi, de 8h30 à 15h45. On commence toujours dans les 2 groupes, d'ailleurs. On commence toujours par un petit déjeuner en classe pour sociabiliser, puis habituer les gens à être à l'heure, parce que s'il ne reste plus de petites collations, là, ça veut dire qu'ils sont en retard. Fait que c'est juste comme une petite discipline de vie en même temps, mais c'est une bonne habitude parce que c'est important de manger avant d'aller faire des apprentissages. Donc, mais c'est des formations, je dirais, c'est beaucoup interactif, c'est très interactif. C'est pas de la classe conventionnelle, on est placé comme dans une salle de conférence, si on veut, là. On fait beaucoup de discussions de groupe, de mise en situation. On est très flexible sur les sujets de discussion selon ce que les personnes vivent. C'est très personnalisé. C'est très, très adapté à chacune des personnes. Et l'objectif de tout ça, c'est qu'ils soient plus autonomes au niveau personnel, au niveau social, et puis qu'éventuellement, soit qu'ils aillent sur le marché du travail, s'il y avait déjà une formation quelconque, ou de passer l'année d'après dans la classe d'intégration socio-professionnelle pour faire d'autres apprentissages pour aller au marché du travail. Et là, si on passe à la suite, oui. Peux-tu nous parler un peu de ce programme? L'intégration socio-professionnelle, c'est sûr qu'au bout, l'élève doit avoir un objectif de retour sur le marché du travail ou d'avoir un premier emploi, ça peut être ça aussi. Chez nous, on a 300 heures à faire en classe et un stage de 375 heures en milieu de travail. Au bout du stage de 375 heures, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un certificat qui est délivré par le ministère de l'Éducation, un certificat en métier semi-spécialisé. Journalier, manœuvre, Madeleine, aide cuisinier, aide foreur. Aide boulanger, c'est toutes ces catégories d'emploi-là. Il y a à peu près 130 métiers semi-spécialisés qui sont reconnus. Puis l'élève choisit vraiment d'après sa personnalité puis ce qu'il veut faire. Ça, c'est important. Puis c'est très, très personnalisé. Autant que YES, là, c'est une formation qui est très personnalisée. Fait que tous les élèves n'ont pas le même objectif. On y va vraiment pour chacune des personnes. Fait que dans ce cours-là, on apprend à faire un CV, on apprend comment faire des entrevues, comment se présenter, comment rechercher des emplois. Mais on travaille aussi beaucoup sur sa personnalité. On apprend à mieux se connaître. Tu sais, parfois, il y a des gens qui disent « Ah, j'essaye ce job-là, ça marche pas. Je vais ailleurs, ça marche pas. Je vais là, ça marche pas. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime faire, mais comment ça que ça fonctionne jamais? » Bien, il y a sûrement une raison à quelque part. Fait que quand on travaille un petit peu sur soi, puis sur ses goûts, ses préférences, bien, on apprend un peu plus. Fait que ça nous permet de réintégrer ou d'intégrer le marché du travail de façon efficiente, si on veut. Puis il y a des sorties, on va visiter des entreprises, on reçoit des personnes en conférence, on fait aussi des sorties culturelles, mais ça, c'est d'après les goûts des élèves qu'il va y avoir là à ce moment-là. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'arrêter. On est sur notre heure d'aller. Nous, l'horaire, ça va être du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h40, 11h50. Ça va être cet horaire-là, puis c'est sûr qu'on a un partenariat qui est important, qui est le Centre local d'emploi, qui demande à mes élèves là, en intégration socio-professionnelle de faire 2 demi-journées supplémentaires en formation générale, informatique, mathématiques, français, selon ce vers quoi l'élève là, veut s'avancer ou aller. Ça ressemble à ça. Habituellement, on est en classe jusqu'en février. Après ça, c'est le stage. Là, c'est sûr que moi, je travaille tout avec mon réseau de contacts avec l'élève à trouver un milieu de stage. Les employeurs sont assez participatifs. Je regarde Madeleine parce que c'est elle qui le donnait avant. Les employeurs sont
très participatifs à avoir nos élèves en classe parce qu'ils savent que c'est des bons travaillants, puis qu'on leur a donné les bonnes notions. Parce que dans ma classe, c'est une pratique au marché du travail. Fait qu'on ne rentre pas avec une casquette, on laisse les cellulaires dans la case, puis on n'arrive pas en retard parce qu'au travail, tout ça, ça se fait pas. Donc, c'est vraiment une bonne pratique. Puis, de ce que je comprends, ça prend pas un secondaire 5. Là. N'importe qui, à partir de 16 ans, peut aller au premier programme et ensuite faire le deuxième. Pour moi, c'est un minimum d'une 6e année. OK. Fait que des acquis de 6e année. Ben, dans le fond, première 6e année du... Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais si je peux me permettre, on peut rajouter, dans les groupes, là, on peut en avoir de tous les niveaux. Il y en a des fois qui ont un cours de cégep, un cours universitaire, mais ils sont pas, ou ils ont vécu toutes sortes de choses dans la vie qui fait qu'ils ont bloqué quelque part. Puis ils peuvent s'inscrire soit en intégration sociale pour travailler leur personne puis prendre la confiance en eux, ou aller finalement, même si tu as fait des études, des fois, je veux dire, tu n'es pas dans bonne voie, puis tu ne sais pas comment te réorienter, ou tu as eu un accident de travail à un moment donné quelque part, puis tu ne sais plus quoi faire parce que tu as des contraintes. Tu sais, il y a toutes sortes de possibilités, puis je veux dire, en intégration sociale, il n'y a pas de minimum de formation. Tu sais, je veux dire, même si, en autant qu'ils sachent lire puis écrire un minimum, tandis que, je veux dire, en ISP, ils ont besoin d'avoir un minimum de 6e année parce que c'est plus un petit peu plus touché. Puis il faut dire aussi que chez nous, on accepte les personnes comme elles sont. Fait que, tu sais, si tu arrives avec une difficulté quelconque, ben on est là pour supporter, pour accompagner, pour aider. Si la personne veut, on va y mettre d'une autre aussi. Est-ce que vous avez un pourcentage de personnes qui se trouvent un emploi après avoir fait les 2 formations? Bien, moi, je peux vous donner des statistiques quand, là, je ne sais pas celles de l'année passée, là, mais moi, quand j'étais là, le taux de placement était de 97 %. Donc, c'est pas mal assuré que quand ils ont fait un stage qui était accompagné par l'enseignante, puis que l'employeur l'a bien formé, il les garde après. Je veux dire, il les forme en fonction qu'il va travailler chez lui. Donc, le taux de placement est très, très, très bon. Puis, tu sais, on ne laisse pas, quand les élèves partent en stage, on ne les laisse pas aller comme ça. On est vraiment là pour les supporter. Tu sais, moi, quand ils débutent leur stage, là, c'est comme mes enfants qui partent en stage. Donc, tu sais, je suis là, je les appelle, on s'envoie des messages. Ça va-tu bien? Ça va moins bien? Je vais aller te voir. Puis, on est toujours en lien avec l'employeur aussi. Ça, les employeurs apprécient vraiment ça. Qu'on soit là, en support pour notre élève, puis pour eux aussi, là, parce que des fois, ils ont des choses à régler ou des choses qui sont moins faciles. Fait qu'on est là aussi pour eux. C'est vraiment très personnalisé et accompagné du début à la fin. Est-ce qu'il y a des cours reliés à ces programmes-là? Il n'y a pas de cours reliés. Ce qu'on suggère à tous nos élèves, là, toutes les personnes intéressées, c'est de passer par le centre local d'emploi avant, de demander un rendez-vous pour rencontrer une agente. Puis l'agente va leur dire là, s'ils sont admissibles à une allocation ou des trucs là, qui peuvent être remboursés. Puis nous, on prend rendez-vous avec ces personnes-là, on les rencontre. Souvent, on les rencontre, moi et Madeleine, ensemble, pour vraiment valider, ben tu sais, sont-ils plus dus pour aller vers IS, intégration sociale, ou intégration socio-professionnelle. Fait qu'on évalue ça ensemble pour que la personne ait le meilleur service possible. Là. En terminant, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer aux personnes qui hésitent peut-être à aller dans la formation, dans l'une des 2 formations? La meilleure chose à faire, je pense, c'est de venir nous rencontrer. C'est nous téléphoner, de prendre rendez-vous. Puis, je veux dire, quand on rencontre les personnes, on fait une entrevue d'environ 1 heure. On prend le temps de tout expliquer, de tout connaître leurs besoins, qu'est-ce qu'on peut leur offrir. Et la meilleure chose, ce serait de nous rencontrer. Fait qu'hésitez vraiment pas à nous appeler. Ça nous fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Puis des fois, tu sais, ça peut être, on peut vous diriger vers un autre programme du Centre d'éducation aux adultes, mais c'est important de venir nous rencontrer. N'hésitez pas. Puis si vous ne voulez pas rentrer dans l'école toute seule, on va même aller vous chercher à la porte. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi.
Alors, mais, on a eu la semaine des... On va avoir la semaine des municipalités de 2022 qui vont débuter le 11 septembre et ça va se terminer le 17 septembre 2022. C'est sous le thème « Ma municipalité, mes côtés ». Que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation invite les citoyens et citoyennes à y participer. Santerre y participe et quand même, il va y avoir un tas de choses qui vont se passer. Moi, là, je peux vous dire Santerre, il y a des visites du poste de distribution d'eau potable et de l'usine. Quand même, on va visiter des infrastructures, ça, c'en est une, là. On va visiter des infrastructures, on va visiter les pompiers, etc., etc. Alors, du 11 au 17, donc ça va se conclure avec le marché public le 17 septembre de 9h à 13h. Ça, c'est en face de l'église Saint-Paul, où est située la Société d'histoire de Santerre. Alors, c'est quelque chose, et il va y avoir un paquet de petites activités. Alors, je vous demande, vous pouvez aller sur notre site web, où j'ai écrit un article et j'énumère toutes les activités qu'il va y avoir cette semaine-là. Une belle façon de valoriser la ville de Santerre. Oui. Il y a aussi une activité qui va être faite à Amos, un petit souper dans communautaire. Dans le même cadre d'événement? Oui, dans le même cadre. Ça va être ce samedi, le 10 septembre, donc une journée avant que la semaine commence. Okay. Les gens vont pouvoir venir manger directement dans les rues du centre-ville, mais je ne me rappelle plus c'est quoi les rues exactement. On peut regarder sur le site pour plus d'informations. Parfait. Aussi, j'ai eu une entrevue avec Alexis Lapierre, le candidat de Québec solidaire en Abitibi-Ouest. Il vient nous parler de ses priorités pour les élections. On écoute l'entrevue. Alexis, bonjour. Bonjour. Tu es là pour nous parler un peu de Québec solidaire, mais tu vas surtout te présenter. Oui, donc tu veux que je me Oui, lance? vas-y. Donc, Alexis Lapierre, candidat pour Québec solidaire dans la circonscription d'Abitibi-Ouest. Moi, je suis originaire de Lassar. J'ai grandi à Lassar également. J'ai une formation en droit, en psychologie. J'ai travaillé pendant quelques années pour Émilie Lessard-Terrien dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Et puis, en ce moment, je travaille au centre de services scolaires du Lac-Abitibi, donc dans le domaine de l'éducation. C'est pas mal le topo, là. Ça résume bien qui je suis. Puis qu'est-ce qui t'attire en politique exactement? Écoutez, moi, depuis que je suis étudiant, je suis dans la politique étudiante. Un moment marquant pour moi qui a été la politique, c'est en 2015, là, pendant l'austérité de Philippe Couillard, mes parents. Mon père a perdu ses avantages sociaux, ma mère a perdu son emploi. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas laisser ça aller. Il faut que je m'implique en politique, il faut qu'on fasse des choses, il faut que les jeunes soient impliqués en politique. Donc je suis ici aujourd'hui, là, je me présente comme candidat dans la circonscription qui m'a vu grandir. Et pourquoi Québec solidaire en particulier? Bien, Québec solidaire, pour moi, c'est le parti qui correspond à mes valeurs. Je trouve que c'est un parti aussi qui comprend les valeurs de l'Abitibi-Témiscamingue. On ne s'appelle pas Québec solidaire pour rien. On essaie de mettre la solidarité de l'avant, la justice sociale. C'est aussi un parti qui a des projets, des grands projets pour le Québec. Puis je trouve que ça vient chercher, en tout cas des gens de ma génération, mais même les personnes qui ont vu, depuis les années 70, le Québec a déjà eu des grands projets de société. Puis toutes les personnes qui veulent remettre ça de l'avant, mais ils peuvent se reconnaître, je crois, dans Québec solidaire. Puis c'est quoi tes projets pour l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, bien, ce que je veux mettre de l'avant pour ma campagne, là, j'avais 3 enjeux en particulier. Là. Premièrement, la santé. Deuxièmement, l'environnement. Puis le troisième, c'est un trio que j'ai, là, c'est la pénurie de logement, le manque de place en garderie, puis le manque de main-d'œuvre. Donc, si je parle un peu de la santé, là, 2 grands axes, là, nous, c'est remettre de l'avant pour Québec solidaire. C'est important de remettre de l'avant les CLSC comme lieu de soins dans les petits milieux. Ça permet justement de donner des soins dans les petits milieux au bon moment pour des personnes, puis c'est à proximité. Notre autre axe, c'est les soins à domicile. On le sait, là, depuis la pandémie, il y a des gens qui ont vu aller le modèle des CHSLD. Ça ne correspond pas à tous les aînés. Donc, pour nous, c'est important de donner des soins à domicile au bon moment aux aînés, puis des soins de qualité là, chez eux, s'ils le désirent. Là. Je pourrais me lancer aussi en environnement. On le sait, là, je pense que le plus grand défi qui nous attend comme société, c'est la crise climatique.
On veut être un parti qui voit ça de face, qui est réaliste, qui est pragmatique, qui regarde la crise climatique puis qui ne reste pas les bras croisés. Donc, on l'a vu là, dans les médias nationaux, là, on propose des projets qui sont ambitieux, mais on pense qu'il faut répondre à cette crise climatique-là. Puis moi, je suis content d'être dans un parti qui met ça de l'avant, là. Je peux continuer longtemps, laissez-moi, on veut parler de logement et de garderie. On peut, mais avant, j'aurais une question. Oui. La CAQ propose d'électrifier les transports et tout ça. Toi, est-ce que tu penses qu'on peut aller plus loin pour protéger l'environnement? Bien, je pense que oui, puis la CAQ promet d'électrifier les transports. Ça fait aussi partie de la plateforme de Québec solidaire. La CAQ promet aussi de construire un tunnel en dessous du fleuve Saint-Laurent pour permettre à des gens de Lévis d'arriver à Québec 15 minutes plus tôt. C'est pas un projet environnemental selon moi. Puis ce qui est intéressant avec Québec solidaire, c'est qu'on veut aussi proposer des projets qui sont régionaux. Il y a Émilie Lessard-Tarien en ce moment à Rouyn-Noranda qui se bat pour la fonderie Horn pour avoir des taux qui sont responsables, qui sont respectueux envers la population. Benjamin Gingras a un enjeu avec le caribou, il veut remettre ça de l'avant, il veut qu'on travaille pour sauver cette population-là. Ici, en Abitibi-Ouest, dans la circonscription d'Abitibi-Ouest, on sait, là, il y a l'enjeu des escarres, la protection des escarres. Il va y avoir au niveau régional aussi la protection du territoire. En Abitibi-Témiscamingue, il y a seulement 8 % du territoire qui est protégé. Je pense que c'est pas assez, puis on peut en faire plus là, au niveau environnemental et protection du territoire. Est-ce que tu aurais une cible précise de protection du territoire? Ah, on va révéler ça cette semaine, là, mais c'est bon. sûr qu'on va avoir des propositions pour ça. Ouais, Parfait. Exactement. Puis le dernier point, c'était un wrap-up de plusieurs sujets, là. Oui, c'est ça, la pénurie de main-d'œuvre, mais la pénurie de main-d'œuvre, on ne réglera pas ça si on ne s'attaque pas au logement puis aux garderies. Cette semaine, je parle le fil du temps, ça va tellement vite une campagne, je pense que c'est en début de semaine qu'on a lancé notre projet là, logement pour l'Abitibi-Témiscamingue, donc 1100 logements sociaux en Abitibi-Témiscamingue. On sait, chez nous, il y a environ 400 familles qui sont en attente là, d'un logement social. Il y a 30 % des ménages qui payent plus que 30 % de leurs revenus dans leur loyer. Il y a 10 % de ces ménages-là qui payent plus que 50 % de leurs revenus dans leur loyer. Donc, il faut répondre aux besoins de ces personnes-là. Il faut leur donner du logement social. Ça répond au problème de la hausse du coût de la vie. Puis, ce qu'on met de l'avant aussi, notre projet pour Québec solidaire, c'est d'offrir des maisons qui sont 25 % en dessous du prix du marché. L'État devient propriétaire foncier. Les individus achètent les maisons à des coûts qui sont moindres. Ça permet aux gens d'avoir accès à la propriété. Puis, ça répond en partie à la crise du logement, mais on ne peut pas rester là, les bras croisés à rien faire. T'sais, je sais qu'à Amos, le projet Centurion, ça prend des années pour se terminer. À la Sarre, la même chose, pour faire 10 logements sociaux, ça a pris 10 ans. C'est pas un rythme qui est acceptable là, si on veut s'attaquer à la crise du logement. Puis côté garderie, là encore, on s'en sauvera pas. Il faut augmenter les salaires des éducatrices. Il faut augmenter les conditions pour les éducatrices. Si on veut rendre cette profession-là attrayante, il faut investir. Puis il faut on dit que les enfants, c'est le futur d'une société. Les éducatrices ont les enfants entre leurs mains. Il faut qu'on leur donne les conditions gagnantes pour qu'ils puissent faire cette profession-là. C'est quoi les conditions gagnantes selon toi? Bien, je viens de le dire, là, c'est un salaire qui est augmenté. Les éducatrices gagnent en moyenne 20 000 $ de moins que la moyenne des hommes en Abitibi-Témiscamingue. Et puis là, je pourrais faire cette comparaison avec plein d'autres métiers typiquement féminins. Il faut qu'on redonne des conditions valables pour ces métiers-là, que ce soit les éducatrices, ça peut être aussi en santé. On compense nos travailleurs et travailleuses de la santé là, qui n'ont pas les conditions gagnantes pour rester dans le réseau. Il faut s'attaquer à ça. On ne reste pas les bras croisés. Là. Donc, ce que je comprends, tu ne l'as pas nommé mot pour mot, Oui. mais l'équité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui te tient à cœur aussi. Oui, c'est ça, exactement. Le Québec solidaire, depuis sa fondation en 2006, se disait féministe. Ça, c'est même avant que la ministre de la Condition féministe se dise elle-même féministe. Donc, on voit d'où qu'on vient. Le Québec solidaire, c'est des valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes. Là. C'est important pour nous. Ouais. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie de rajouter? Non, on aurait pu parler un peu plus de santé, mais je vais peut-être déborder trop dans votre montage. On a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Je peux parler un peu de notre plan là, en santé.
On a annoncé 30 millions pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. De ma connaissance, on est le seul parti à avoir régionalisé un plan en santé, avoir un plan pour la région. Ce 30 millions-là, là, qu'est-ce qui permet, entre autres, là, c'est des primes de disparité pour les travailleuses de la santé. On sait qu'on a des petits milieux comme Sainte-Terre, comme La Sarre, comme Ville-Marie qui ont de la misère à attirer des travailleurs, à retenir ces travailleurs-là chez eux. Donc, c'est une prime de 23 % pour ces milieux-là. Une prime quand même de 12 % pour Amos, Val-d'Or, Rouyn-Noranda. Donc, c'est déjà ça. On sait au Québec, il y a plus d'infirmières qu'il n'y a jamais eu, mais c'est juste qu'on n'est pas capable de les garder dans le réseau. On pense que ce plan d'urgence-là, c'est aussi pour mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. C'est une demande qui vient du milieu, qui vient du syndicat. C'est également pour mettre fin à la MOI. Ça nous coûte extrêmement cher en Abitibi-Témiscamingue d'entretenir ce système-là à 2 vitesses. 71 millions qu'on paye là, pour de la MOI, puis on sait que c'est de l'argent qui s'en va à l'extérieur de la région souvent, parce que ces travailleurs-là, ils ne restent pas ici, ils n'ont pas de famille ici. Donc, ils repartent avec cet argent-là. Juste arrêter, c'est quoi la MOI? La MOI, excuse-moi, c'est la main-d'œuvre indépendante. Okay. Donc, c'est des agences de placement en santé, là. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'autres mesures là, qui font partie de ce plan d'urgence-là, mais c'est important d'avoir un plan qui est régionalisé, puis pas un plan mur à mur là, comme qu'on nous a présenté dans les dernières années. Ça ne marche pas en Abitibi-Témiscamingue, on n'est pas capable de se démarquer avec ces plans-là. Je ne sais pas si tu es au courant, mais est-ce que le plan en santé est régionalisé pour chaque région aussi? Bien, écoutez, nous, comme candidat pour Québec solidaire, on a fait la demande à notre parti. On sait qu'on va avoir un cadre financier qui va être à l'équilibre, puis on leur a demandé, nous, on a besoin de fonds au sein de ce cadre financier-là pour se démarquer en Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'on a fait la démarche. Avant même d'être député, moi, j'ai fait cette démarche-là auprès du parti. Puis on est capable aujourd'hui d'arriver avec un plan puis des engagements pour l'Abitibi-Témiscamingue. J'espère que les autres candidats vont être capables de faire autant d'ici le 3 octobre. Bien, merci beaucoup d'avoir été là, Alexis. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc, cette entrevue-là était en lignée avec toutes les autres liées aux élections. J'ai déjà reçu Guy Bourgeois, Samuel Doré. On peut accéder aux entrevues sur notre site ou sur YouTube. Et je vais aussi recevoir Suzanne Blais. J'essaie d'avoir tous les candidats autant que possible. Oui, parfait. Sinon, 12 nouveaux projets vont voir le jour dans la MRC grâce à une enveloppe de 260 000 ils ont reçu 40 000 de plus que l'année d'avant pour ce projet-là, bien pour les différents projets. Et aussi, 15 % du montant était dédié à des projets jeunesse, 10 % à des projets pour les aînés. On peut avoir plus d'informations sur notre site web. Et aussi, je dois dire que les... OK. C'est drôle, je t'ai perdu. Je me demandais, là... Ben oui, tu me voyais, moi, j'étais plus là. OK, c'est dans les projets de la MRC Abitibi. Oui, c'est ça. Oui, les travaux. Puis les plus gros projets, c'est quand même 30 000 oui, donc ça vaut la peine de suivre ce dossier-là. OK. J'ai aussi une entrevue avec Jean-Sébastien Blais du syndicat interprofessionnel en soins de santé en Abitibi-Témiscamingue. On peut écouter l'entrevue. Jean-Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Dans le fond, tu es président du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue, un très, très long titre. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce syndicat-là, s'il te plaît? En fait, c'est le syndicat qui représente tous les infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes de la région. Au total, on est 1700 professionnels en soins. Donc, on dessert de Témiscamingue-Kipawa aller jusqu'à Sainte-Terre, un bout à l'autre. Fait que le territoire est assez grand à desservir. Puis là, on est en pleine campagne électorale. C'est le temps de faire des revendications et il y en a quand même plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler, premièrement, des ratios qui reviennent quand même souvent? Oui, les ratios professionnels en soins, en fait, c'est notre cheval de bataille. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde où est-ce qu'on est, il n'y a pas de limite de patients par infirmière ou par infirmière auxiliaire. Donc, dans les pires cas qu'on voit dans les CHSLD par moment, la nuit, une infirmière peut être seule pour 175 patients. Fait que cette charge de travail-là rend ça extrêmement difficile, notamment pour nos jeunes professionnels en soins qui commencent, qui ont cette charge de travail-là. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est implanter des ratios pour avoir un nombre maximum de patients par infirmière ou par infirmière auxiliaire, un peu dans le même type que ça se fait dans les centres de la petite enfance. Il y a une éducatrice pour tant d'enfants ou dans le milieu scolaire. Puis ça a été prouvé ailleurs, en Californie, en Australie, c'est des projets ratios qui ont été mis en place. Puis avec ces projets-là, puis la charge de travail raisonnable, ce que ça a fait, c'est que les gens qui avaient lâché le métier, mais ils ont finalement revenu dans le réseau
Puis ils ont trouvé que finalement, ça faisait une différence qui était énorme sur leur poids dans un corps de travail. Donc, ça ne viendra pas tout seul. Il ne faut pas penser que juste les ratios vont venir sauver le réseau parce que faut comprendre que là, on manque énormément d'infirmières. C'est juste en Abitibi-Témiscamingue, il en manque 350. Si on dit qu'on instaure des ratios, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on aura besoin de plus d'infirmières pour offrir les mêmes soins. Fait que là, vous allez me dire si ça ne fonctionne pas. Il faut le faire de manière graduelle. Puis nous, ce qu'on dit, puis c'est dans nos demandes aussi, c'est qu'il faut éradiquer la main-d'œuvre indépendante. Il faut que les gens qui travaillent au privé reviennent soit dans le réseau public ou travaillent réellement au privé. T'sais, vous savez, on n'a pas d'enjeu à ce qu'il y ait un secteur privé à côté puis qui fassent leurs choses, que ce soit une clinique médicale d'esthétique ou des choses comme ça. Mais en ce moment, on a comme le mélange des gens qui proviennent du privé mais qui travaillent dans le secteur public. Ça crée deux classes d'employés. Vous avez des infirmières qui, par exemple, vont gagner 30 de l'heure. Puis vous avez l'infirmière de l'agence qui va gagner peut-être bien 3 fois ce salaire-là, mais qu'au contribuable, elle va en coûter 5-6 fois parce qu'on paye ses frais de déplacement, on paye ses repas, on paye son hébergement. Donc, ça vient créer vraiment de l'inéquité puis beaucoup d'irritants. Donc, si on est capable de ramener cette main-d'œuvre indépendante-là dans le réseau public, on va être capable d'instaurer des ratios. Mais pour notre région comme la nôtre, qui a un enjeu démographique, notre demande, c'est d'être reconnue comme étant une région éloignée. Donc, vous le savez qu'on nous compare souvent à Côte-Nord, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, en termes de région. Eux ont toutes sortes de forfaits ou de primes pour aller travailler dans leur région. Nous, il n'y a rien qui nous distingue en Abitibi-Témiscamingue au sens des conventions collectives ou au sens des avantages. Donc, si on veut attirer une professionnelle en soins qui travaille dans les Laurentides ou dans le Grand Montréal, bien, concrètement, elle n'aura rien de plus pour venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça nous prend une espèce de petit cocktail pour être en mesure. Des ratios, puis éradiquer la main-d'œuvre indépendante, c'est des demandes qui sont nationales, bien sûr, mais au niveau local, il faut être reconnu comme une région éloignée pour justement que nos gens qui tiennent le fort ici depuis longtemps, puis les gens qui voudraient venir nous aider à offrir les services à la population, bien, il y a un petit avantage quand même par rapport aux gens des autres régions. On a quand même un autre gros défi si on veut attirer les gens, et c'est les services de garde. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, effectivement. Nous, en fait, dans le statut particulier qu'on revendique depuis longtemps, ce qu'on voulait, c'était une place en CPE pour une professionnelle en soins. Vous savez, on a en ce moment à peu près une vingtaine d'infirmières en Abitibi-Témiscamingue qui aimeraient ça revenir travailler, mais qui n'ont pas de place en service de garde. Donc, je pense qu'il y a des services qui sont jugés essentiels. Je pense que pour qu'une salle d'urgence soit ouverte, ça prend des professionnels en soins. Puis pour qu'une ville fonctionne bien, ça prend une salle d'urgence qui est ouverte. T'sais. Fait que pour nous, il faudrait prioriser les professionnels en soins puis créer davantage de places priorisées. Puis notamment, on l'a vu, là, il y a un projet qui est en cours au Témiscamingue qui va avoir justement des places réservées pour les professionnels en soins. C'est un premier projet pilote, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est une demande qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable d'avoir un peu comme dans les grands centres, des places en service de garde prioritaires pour nos professionnels en soins, mais aussi sur des plages peut-être plus élargies, parce que vous savez, les gens sont malades 24 heures dans une journée. Donc, pour quelqu'un qui travaille de soir, bien, il n'y a pas de possibilité de service de garde ou de garderie. Donc, ça prendrait aussi cette ouverture-là d'avoir des places disponibles ou, je ne sais pas, comment qu'on pourrait l'arrimer, mais d'avoir cette possibilité-là d'élargir, parce que c'est pas vrai que tout le monde travaille de jour ou de nuit. Il y a quand même un corps de travail de soir qui est super important. Puis ces gens-là sont un petit peu pris au dépourvu. Là. Ils doivent s'organiser dans le moment. Là. Puis ça a été fait durant la pandémie, ça, de dire, OK, les places sont réservées aux... je veux pas dire aux personnes dont le travail est prioritaire parce que tout est important, mais c'était comme ça que c'était présenté. Est-ce que pendant ce temps-là, tu as vu une différence pour les professionnels de la santé? Bien, effectivement, tout le monde, même les gens qui n'avaient pas accès avant au service de garde, ont eu accès là, pour revenir rapidement, parce qu'on le sait, là, c'est la panique t'es pris, mais c'est un peu notre discours qu'on avançait. Pourquoi est-ce qu'on est capable de le faire dans des manières exceptionnelles, comme on le voit depuis plusieurs mois, même on est rendu presque à des années, qu'on a des mesures exceptionnelles pour ramener des infirmières dans le réseau, ou quand il manque des gens, on vient décréter des mesures d'avoir du temps supplémentaire à temps double, d'avoir des incitatifs pour que les infirmières en donnent toujours plus. Mais on le fait juste quand on est rendu en période de crise, qu'on est à côté au pied du mur puis qu'on n'a plus d'autres solutions. Tu sais, je pense qu'il faut être un petit peu plus avant-gardiste, il faut être en mode solution déjà avant même de frapper le mur. Puis
c'est tout ça, c'est du courage politique, dans le fond. Tu sais, c'est on encourage vraiment les partis politiques à venir nous rencontrer au syndicat, venir rencontrer nos professionnels en soins. On l'a fait, il y a des partis politiques qui nous ont demandé de rencontrer les infirmières. On a organisé des rencontres. Il faut vraiment entendre ce qui se passe sur le terrain pour être en mesure d'apporter des bonnes solutions, puis pas d'attendre à la dernière minute. Donc oui, je pense qu'il y a plein de bonnes solutions, mais pourquoi toujours attendre? De ce côté-là, vraiment, il y a peut-être un petit enjeu, je ne sais pas si c'est des enjeux monétaires ou quoi que ce soit, mais il y a quand même l'ouverture à travailler en partenariat aussi, peut-être avec les acteurs de la région. Tu sais, on a vu les chambres de commerce, justement, qui commencent à vouloir s'impliquer. On a vu le municipal aussi qui veut avoir ses services, puis c'est normal, donc ils veulent s'impliquer. On est une belle communauté en Abitibi-Témiscamingue. Je pense qu'on est tissé serré, puis on va être en mesure de trouver des solutions, justement, qui vont être adaptées à la réalité terrain, là. Puis un autre enjeu, c'est la lutte au racisme systémique. Je tiens à faire la différence entre racisme systémique et racisme systématique. Est-ce que tu connais un peu la différence entre les deux? J'imagine que oui. Oui. Peux-tu nous l'expliquer rapidement? Bien, en fait, là, moi, ce que je voudrais dire par rapport au racisme systémique, là, premièrement, c'est, ça fait longtemps qu'on le reconnaît, puis on a adopté le principe de Joyce aussi à la Fédération, puis on était quand même un peu abasourdis quand il y a une de nos représentante syndicale, Mme Shirley Dorismont, j'imagine que vous aviez vu, qui était à la tête un petit peu de la fédération, puis elle s'est présentée pour la coalition Avenir Québec. Finalement, elle dit qu'il n'y en avait pas au Québec. Ça nous a un peu surpris parce que c'est des réalités qu'on voit notamment dans certaines MRC là, avec les communautés ici qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, qui peut avoir des enjeux. Puis je tiens quand même à souligner l'effort que le gouvernement puis le CIS a fait. Maintenant, il y a des formations obligatoires, tu sais, lorsqu'on rentre dans le réseau de la santé, pour bien comprendre les enjeux de chacune des communautés, puis la façon d'aborder aussi ces gens-là avec politesse puis avec respect. Donc, je pense que c'est un enjeu qui est majeur, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'éducation. Puis, notamment, on sait qu'on va avoir une quarantaine d'infirmières de l'Afrique du Nord qui arrivent sous peu. Pour elles, ça va être un choc culturel, mais on doit avoir cet accueil-là, puis on doit justement être en mesure de les accueillir comme si c'était des gens qui arrivaient de d'autres régions, puis d'avoir cette ouverture d'esprit-là aussi, parce que les gens, parfois, pour avoir travaillé moi-même avec des gens qui arrivaient de l'Algérie, tout ça, ont des routines, des rituels bien différents. Tu sais, par exemple, des fois, il y en avait qui avaient des temps de prière, qui devaient quitter à telle heure de la journée. Il faut être en mesure d'avoir cette flexibilité-là, puis comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes réalités, puis il faut avoir cette ouverture-là pour être en mesure d'offrir les services, parce que sans le processus d'immigration, puis sans tout ça, ça va être extrêmement difficile, je pense, à court terme, de renverser l'enjeu démographique. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui disent que c'est exagéré d'accepter un temps de prière, puis que ces personnes-là sont mieux de rester dans leur pays s'ils n'aiment pas comment on vit ici? Ouais, honnêtement, ça passe très difficile d'entendre des commentaires comme ça, parce que le Québec, on est une terre d'accueil, puis on doit avoir cette ouverture d'esprit-là, puis sans ces gens-là, il y a bien des choses qui ne seraient pas arrivées. Tu sais, c'est grâce justement à notre ouverture culturelle qu'on est capable d'évoluer comme société. Fait que, définitivement, ça n'a pas sa place. Puis ce genre de commentaires-là, on doit l'éviter à tout prix. Il faut avoir cette ouverture d'esprit-là. Je comprends que là, on n'est pas dans des accommodements qui sont irréalistes. Là, tu sais, par exemple, dans le réseau de la santé, il y a peut-être des choses qu'on ne pourrait pas traverser la ligne. Pour un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas traverser. Il n'y a pas d'exemple qui me vient en tête, mais il y a quand même des accommodements qui peuvent se faire à ce niveau-là aussi. Puis je pense qu'eux aussi, ils en font en venant ici. Là. C'est immense là, de traverser, de venir s'installer, de connaître une nouvelle langue, de connaître une nouvelle façon de penser. C'est majeur. Donc, il faut quand même avoir beaucoup de respect là, pour les gens, justement, là, qui viennent s'installer ici puis qui font tout qu'un changement dans leur vie pour venir nous aider à traverser là, ce qu'on a comme pénurie de main-d'œuvre actuellement. Là. Puis le dernier point, c'est les changements climatiques. C'est quoi le lien avec le système de la santé exactement? Ben, en fait, le lien avec le système de la santé, mais je peux peut-être vous parler, nous, à Fédération aussi, qu'est-ce qu'on prône. Là, avant, notamment, là, on avait beaucoup de tracts papier, on avait beaucoup de rencontres en personne ou des choses comme ça. On essaie de faire le plus possible lorsque ça fonctionne, de faire en virtuel, d'utiliser des moyens de communication web au lieu d'utiliser des versions papier. Puis, ce qu'on demande aussi aux professionnels qui travaillent, c'est d'éviter le plus possible, là, des fois, le gaspillage de matériel. Je pense qu'on l'a vu notamment durant la pandémie. Là, on a manqué notamment de matériel. Donc, les changements climatiques, ce que ça l'apporte aussi, c'est que ça l'apporte aussi des problèmes de santé. Là. Je pense qu'on le voit avec les années qui traversent, là, que de plus en plus les gens sont malades justement à cause de la pollution puis à cause de tout ce que ça l'apporte.
pense que le dossier de la fonderie à Rouyn-Noranda en parle beaucoup actuellement. Donc, je pense que tout le monde a un rôle à jouer là-dedans, puis on a beaucoup d'éducation à faire aussi à la population là, au niveau de la prévention. On a un gros rôle au niveau des infirmières, des inhalothérapeutes sur la prévention, sur les gens, notamment sur le tabagisme, sur les habitudes de vie. Donc, je pense que c'est quand même assez important, là, puisque si on veut offrir une société à nos jeunes enfants, puis à nos futurs, à notre futur, dans le fond, c'est important de s'attaquer à ce volet-là. Puis, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais lancer aux candidats en terminant? Oui, je pense qu'au sein même de notre région, il faut comprendre qu'on a des disparités. Puis je pense qu'en ce moment, il y a cette réalité-là qui n'est pas tout à fait comprise que, par exemple, il y a des milieux où est-ce que c'est plus difficile à attirer des gens, où est-ce que la pénurie peut frapper plus rapidement. Puis je pense notamment en Abitibi-Ouest puis au Témiscamingue, où est-ce que c'est des petits milieux et où est-ce que la présence d'une infirmière ou non peut maintenir un service ou le fait que, justement, une urgence ou une unité d'obstétrique ferme. Donc, il faut vraiment qu'au sein même de notre région, on soit en mesure de reconnaître qu'il y a des différences dans l'offre de services dues à la pénurie de personnel, mais il faut surtout comprendre que notre région devrait être considérée comme une région éloignée pour l'ensemble des choses. Je pense qu'on le voit là, bientôt, on va pouvoir en parler. Là, on est en train de travailler sur une sortie par rapport justement au prix des maisons, par rapport à toutes les choses qui coûtent beaucoup plus cher en région. Ça a l'air de rien, là, mais le transport que les gens payent sur leur facture au bout de la ligne, mais ça fait une difficulté d'attirer des professionnels en soins. Donc, il faudrait vraiment que l'ensemble des partis politiques reconnaissent notre région comme étant une région avec des besoins particuliers, d'une part, parce qu'on a un très grand, vaste territoire, et d'une autre part, parce qu'on est réellement loin des grands centres, puis que c'est plus difficile lorsqu'on a une rupture de service quand la prochaine urgence est à 120 km. C'est pas comme à Montréal que tu peux prendre le métro puis tu es rendu à la prochaine urgence. Donc, on a une réalité qui est très particulière et il faut la reconnaître. Je pense qu'il y a une portion des partis politiques qui commencent à le reconnaître, on le voit dans leur discours, mais on aimerait ça que l'ensemble des partis politiques le reconnaissent, puis que le privé, c'est pas la solution pour venir aider en Abitibi-Témiscamingue. On le voit, ça coûte des centaines de millions de dollars si on accumule tous les frais qu'on a dépensés au cours des dernières années, puis ça ne nous a pas empêché d'avoir des ruptures de services parce que les gens au privé font un peu ce qu'ils veulent, peuvent avoir leurs vacances quand ils veulent, ont des conditions de travail bien différentes, puis ça pousse justement nos professionnels en soins à quitter le métier. Donc, vraiment reconnaître la région comme une région éloignée, puis améliorer les conditions de travail dans le secteur public. Bien, merci beaucoup, Jean-Sébastien, d'avoir été là. C'est un plaisir. En terminant, il y a 2 activités qui vont avoir lieu le 9 septembre au soir, donc au moment où les gens vont regarder notre vidéo. Il y a le lancement des bibliojeux pour les 6 à 12 ans à la bibliothèque d'Amos. En fait, ça, c'est des jeux qui servent à stimuler le langage chez les jeunes. On avait déjà des jeux pour les 6 ans et moins, mais là, on procède à l'achat de 80 jeux pour les 6 à 12 ans parce que ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un besoin pour les 6 à 12 ans aussi. L'apprentissage du langage, ça se termine pas comme par magie quand on rentre à l'école. Donc, il y a aussi une orthophoniste qui va être là pour montrer comment fonctionnent les jeux aux parents. Et aussi, c'est le lancement de la programmation d'automne avec le Cirque Coligny pour le Théâtre des Esquerres. Ça va commencer à 19h30, mais avant ça, il y a un méchoui et DJ Ben va être là dans le... soit dans le stationnement, s'il pleut, ça va être à l'intérieur du Théâtre des Esquerres. Et cette petite fête-là commence à 4h30, finit à 19h, puis après ça, les gens peuvent aller voir la pièce de théâtre. La pièce de théâtre, le cirque. Qui va traiter de différents sujets. On va parler de pirates, de crise de la main-d'œuvre et de féminisme. Donc, ça peut être intéressant. Je nommerai pas tous les artistes du cirque qui seront là, mais ils sont bien connus en région, le Cirque Coligny. Ils ont fait une résidence de création de 21 jours en juin pour créer le spectacle. Bon. Je vais juste rappeler que le 17 septembre, il y a l'Empire Berwyn dans la région de Barrault, alors quand même, j'avais déjà fait quelque chose là-dessus. Je me promets de retourner les voir parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Et bien sûr, un paquet de petites choses qui se passent avant l'automne. On va aller couvrir pour tout le monde. Donc, c'est terminé pour cette semaine, Christian. Merci, ben oui. Salut Lydia. Au revoir.